Nous allons parler de la Tunisie avec le taux de participation à la présidentielle. On évoquera aussi le Bénin, le dialogue politique du président Patrice Talon qui s'achève sans grande mesure. La Guinée et les manifestations ce lundi qui ont été endeuillées. Et puis le Togo, on va parler du sitting de Monseigneur Fanoko Kodjo devant l'ambassade de France autour du plateau. Rodrigue Aego. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir fidèles téléspectateurs, notamment ceux et celles qui nous suivent sur le continent et en dehors du continent, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. Dimas Dikodo. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent de près et de là. Et Germain Pouli, bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à confrères du Grand Rodrigue. Germain qui nous a un peu fui, hein. C'est vrai. Ça fait longtemps moi aussi je l'ai Il a oublié de dire que je l'ai invité, il n'était pas disponible. Et Samuel, si tu le permets, puisque tu les as déjà présentés, c'est mon tour de les saluer, mes aînés, parce que je ne voulais pas devancer. Tu avais refusé de me saluer. Non, je ne voulais pas devancer. Ah d'accord. Ouais, C'est bien, apparemment, il n'y a aucun problème avec la salutation. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, on commence avec la Tunisie. On va parler du taux de participation à la présidentielle, le second tour qui a été organisé hier. Un taux de participation un peu faible à la mi-journée, à 17,8%. Taux de participation relevé à 11h45. Mais en fin de journée, eh bien, l'instance suprême des élections a communiqué le taux de participation définitif qui s'élève à 55% et donc en hausse en hausse par rapport en tout cas au premier tour. Et ce qu'il faut retenir de ce scrutin, eh bien, c'est l'universitaire Kaïs Sayed qui devient donc le nouveau président de la Tunisie. Il a gagné cette élection avec 72,71% des voix. Le taux de participation, d'abord, Germain Pouli, entre le premier tour et le second tour, on voit une hausse de pratiquement 10%. Qu'est-ce qui a pu susciter ce regain d'intérêt pour les Tunisiens? Oui, je crois que déjà il faut signaler que les Tunisiens ont voté 3 fois en un mois. Et la seconde fois, donc la législative, le taux était un peu plus bas, autour de 41%. Et subitement, alors que les observateurs s'inquiétaient à la mi-journée, donc le taux a évolué, il est au-delà de 55% maintenant, finalement, donc c'est un taux satisfaisant, on ne peut que s'en féliciter. Et on peut dire on peut l'expliquer par plusieurs raisons. D'abord par l'élimination des vrais politiciens, donc des leaders politiques qui ont été éliminés tous donc, au premier tour et qui a laissé place à 2 candidats qu'on présente comme des candidats anti-système, donc qui ne sont pas forcément affiliés à des partis politiques qui ont émergé. Donc ça veut dire qu'au premier tour, les Tunisiens ne faisaient pas confiance à la classe politique, mais ceux qui sont allés ont préféré voter. Pour ceux-là qui ne sont pas dans le système, en tout cas ceux depuis donc, la révolution donc, de 2011. Et donc, quand ces 2 candidats sont sortis, on peut dire que finalement, les Tunisiens avaient retrouvé un peu cette ardeur-là, cet enthousiasme-là, progressivement, surtout avec la jeunesse. Je pense qu'entre les 2 tours aussi, il y a une opération de recensement qui a permis quand même à des jeunes qui n'étaient pas préalablement inscrits, donc de le faire et donc de placer un peu le fichier électoral et donc de pouvoir se prononcer parce que justement c'est un scrutin dont dépend l'avenir de la jeunesse. Vous savez, le chômage des jeunes est très élevé et donc face à ces 2 candidats-là qui n'étaient pas les meilleurs pour la Tunisie, il fallait quand même faire un choix. Et les jeunes ont choisi finalement cette université. Dimas Dikodo, ce fort taux, enfin, pas vraiment fort, puisqu'on connaît l'histoire électorale de la Tunisie en 2014, à l'élection de Béji Caïd Essebsi, le taux était à 64%. Mais là, on voit ce changement entre le premier tour et le second tour. C'est parce qu'au niveau du second tour, comme le dit Germain, il y a eu des candidats qui ne sont pas imprégnés de la vie politique tunisienne et cela a pu remobiliser l'électorat? Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que les Tunisiens sont pratiquement fatigués de la politique. Alors ça se ressent
au vomissement de la classe politique tout entière pour choisir quelqu'un qu'on considère comme l'a dit tout de suite Germain, un anti-système qui en réalité n'est pas aussi un anti-système. C'est pas quelqu'un qui était connu des Tunisiens comme allant contre les systèmes politiques classiques, mais il est connu plutôt pour la pertinence de ses idées, la pertinence de ses analyses, parce qu'à un moment donné, la classe politique et le peuple tunisien étaient appelés à aller faire un choix politique en ce qui concerne le changement de la Constitution. Avec l'élection de l'Assemblée constituante, on veut quelqu'un qui se montre quelqu'un qui maîtrise la situation et quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée en ce qui concerne la classe politique, mais maîtrisant la situation. Et c'est là où il a émergé sur les chaînes, sur les médias, avec la pertinence de ses analyses. Et donc, les Tunisiens ont pensé que, vu la clarté de ses idées, vu la pertinence de ce qu'il avançait, bon, autant le choisir que de faire confiance à des politiciens qui propose des choses que pratiquement on connaît déjà. Et donc, je ne pense pas qu'en réalité c'est un anti-système, mais c'est quelqu'un plutôt qui se montre comme un spécialiste, quelqu'un qui maîtrise la situation, du moins sur le plan juridique. Donc, les Tunisiens ont décidé plutôt apporter leur soutien à un homme pareil que d'aller vers un homme d'affaires, un homme d'affaires qui n'est pas très clean parce qu'il est très très controversé dans le pays. Et donc, autant choisir quelqu'un qui a montré une probité morale dans ses analyses, dans ses points de vue, que ce soit juridique ou politique du pays. Et c'est là où ils l'ont choisi. Et donc, à un moment donné, peut-être qu'ils ont vu que, du moins la jeunesse a vu que il faut encore une autre révolution, c'est-à-dire une autre mobilisation pour pouvoir voir quelqu'un qui pouvait nous aider dans ses idées au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est ce qui a fait qu'au second tour, les jeunes se sont mobilisés. C'est ces jeunes-là qui ont manifesté juste après son élection parce qu'ils ont vu que le choix a porté. Alors, Rodrigue, clairement, ce taux de participation qui a grimpé, je le disais tout à l'heure, le premier tour c'était 49% et donc 55% au second tour, on le doit à une mobilisation des jeunes? Oui, on peut le devoir à une mobilisation des jeunes, mais au même moment, il faut dire que par rapport au premier tour, il y a quand même des éléments qui ne rassuraient pas, par exemple, les populations, parce qu'il y avait les politiques et tout. Et donc, une fois que le tri est fait et qu'on ait affaire à un constitutionnaliste et à un homme d'affaires, alors le choix a été clair. Pourquoi le choix a été clair? Parce que la crise tunisienne a tout d'abord une origine constitutionnelle avant d'être économique. Parce que vous savez, à un moment donné, les gens ont suffisamment mis en place un système qui ne respecte pas ce qu'on appelle constitution. Il n'y a plus de limite aux enrichissements au détriment du bas peuple qui souffre et tout est parti de cette frustration-là qui ont conduit, si vous vous souvenez, cet étudiant-là à poser son acte et tout a déclenché à partir de là. Alors, la jeunesse ne pouvait que se sentir interpellée et aussi prendre ses responsabilités à travers ces mouvements-là. Alors, après, passer ce premier tour où le tri a été fait et que les politiques qui sont plus ou moins mêlés à ce méli-mélo ont été écartés, alors le choix était entre le constitutionnaliste et l'homme d'affaires. Parce que là aussi, il faut le souligner, l'homme d'affaires, n'oublions pas qu'il était en prison. Il n'a pas eu le temps de battre campagne ou de faire quoi que ce soit, mais quand même il a été choisi et en lieu et place de ces hommes politiques, ça voudra dire qu'il y avait une sorte de ballottage de solutions dans l'esprit des électeurs. Alors ici,
il vaut mieux redonner une base juridique d'existence au pays en matière constitutionnelle à travers un constitutionnaliste. Et avec ça, puisqu'aujourd'hui, quand on prend deux candidats qui passent le premier tour, c'est une sorte de co-gestion, pas totalement, mais il y a quand même une prise en compte parce qu'il y a un pourcentage quand même assez important qui a voté l'autre, et donc il y a un regard, une sorte de contribution à un niveau donné. Donc c'est une décision que j'ai lue à travers ce choix du peuple tunisien qui veut une base d'existence rétablie et également un souffle sur le plan économique. Donc, vous allez voir à peu près que très vite, le perdant, appelé le gagnant pour le féliciter. C'est aussi un clin d'œil pour dire qu'ensemble, nous allons nous engager à redorer le blason de notre pays. Alors, Kaïs Saïd, on le dit, il a gagné ce scrutin avec 72%. Un raz-de-marée. Oui, la différence, l'écart est net. Donc, c'est pratiquement un plébiscite. Donc, je croirais, si ce n'était pas dans un scrutin transparent, je croirais peut-être en Russie, l'élection soviétique. Mais je crois que les jeunes ont joué. Rappelons aussi que c'est un professeur d'université. Et puis qui a fait une campagne très sobre, c'est ça aussi. Il a fait le bling-bling de financier. Il n'a pas dépensé, il a fait du porte-à-porte, il s'est déplacé à pied, il s'est fait l'homme du peuple. Dans une situation tunisienne assez compliquée. C'est plus de position sur les médias l'ont dévancé. Donc, oui, c'est vrai que l'autre aussi, il est quand même un manière des médias, il faut le dire aussi. Il a beaucoup fait, car il a beaucoup fait dans le social, parce qu'il a les moyens. Mais ça n'a pas empêché que le moment venu, donc majoritairement sur les 55% des Tunisiens électeurs qui ont choisi de voter, qui se tournent donc vers cet homme-là, qu'on décrit comme aussi rigoureux. On a d'ailleurs prononcé ses premiers mots. Et donc, on espère que sa gestion va trancher avec celle de ses prédécesseurs et ramener donc les Tunisiens, surtout la jeunesse, à l'esprit de cette révolution-là d'il y a 8 ans maintenant, et puis d'en remettre le pays sur les rails. C'est vrai aussi qu'entre les deux tours, il n'y avait pas assez d'enthousiasme. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire parce que une fois que la classe politique traditionnelle a été balayée, certains ironisaient d'ailleurs pour dire que le choix était entre la lèpre et notre maladie. Donc, il faut choisir le moindre. Donc, le moindre mal. On ne voyait pas des programmes assez clairs, en tout cas en ce qui concerne la situation économique. Et ils n'ont pas été véritablement clairs sur les questions politiques et juridiques. Le président qui a remporté a été beaucoup plus percutant, mais sur les préoccupations économiques, les Tunisiens ne se sont pas retrouvés. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de voter, et donc la jeunesse qui croit donc à ce professeur d'université s'est mobilisée. Vous avez constaté que les personnes âgées ont voté un peu plus tôt dans la journée. Il a fallu attendre l'après-midi pour voir les jeunes rehausser un peu ce taux-là de participation. On ne peut que le saluer finalement. Et on espère qu'il sera comblé donc les attentes des Tunisiens. Je pense il y a aussi un risque parce que les inconnus... C'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide, étant donné que préalablement, il n'a pas eu à exercer dans le monde politique par le passé. Je me demande s'il sait comment diriger un conseil de voilà, tout cela c'est compliqué. Il faut un coaching appuyé et très très nourri pour le conduire dans le protocole d'État. C'est un peu compliqué, c'est un monde compliqué. On en a vu ailleurs où des gens l'ont fait l'opposition arrivait pour pouvoir gérer simplement un petit cabinet ministériel. Il n'arrive même pas à discerner un timbre sur une décision politique. Et donc, c'est un peu compliqué. Et au-delà du protocole d'État, le salam alek habituel qui entoure la gestion de l'État, qu'il peut apprendre rapidement étant donné que c'est un professeur d'université qui connaît un certain nombre de choses d'avance.